Plusieurs drames vécus cette semaine auraient pu être évités si l'État avait assumé les responsabilités, peut-on lire dans la presse mauritanienne. Le professeur Mohamed Saloum Ould Ta Ouldou Elouma fit attaquer à l'arme blanche par une bande de malfaiteurs à Toujnine. Il décédera quelques heures plus tard. Au cours de la même semaine, un imam et 3 autres personnes qui sortaient d'une mosquée au quartier Virage Dik ont été braqués par de malfaiteurs cagoulés et armés de pistolets. Les clients d'un hammam à Ain Ta ont été eux aussi délestés du contenu de leur sac par un bandit masqué sous la menace d'un poignard. Au Carrefour, un jeune homme a risqué sa vie pour sauver une femme du couteau d'un autre malfaiteur. Des dizaines d'autres agressions au couteau ont été commises à Tirsoueilim, Darnaim, Arafat, Riyad, Yaret, Toujnine. On dirait qu'on est au Moyen-Orient. Moi, je trouve que ces noms sont aussi violents que tout le reste, quoi. Une bande continue à défier la police et sévir au quartier Mosquée Barka de Tar-Il. Les habitants portent plainte de partout. Les partis d'opposition mauritanienne dénoncent la grave détérioration de la situation sécuritaire du pays dans une déclaration commune rendue publique cette semaine à Nouakchott. Les signataires de cette déclaration ont manifesté leur indignation et leur inquiétude face à la propagation de gangs criminels dans le pays, en particulier à Nouakchott et à Nouadhibou. Mais quand on entend les noms des quartiers d'où sont censés venir les gangs, les victimes, on peut dégager déjà une certaine catégorie de population des deux côtés. On parle d'un professeur, un érudit, des femmes qui sortent d'un hammam, de vider des sacs, de prendre l'argent ou des téléphones portables. On sait que les gangs visent des gens qui semblent avoir de l'argent. Mais voilà, un pays où un ancien président est mis en examen pour détournement de beaucoup d'argent, un ancien président complice du premier, un pays où tout le monde s'enrichit de manière illicite, des imams qui posent des jugements injustes, esclavagistes et racistes, un pays où la corruption est généralisée, un gouvernement qui nomme des ministres qui sont impliqués dans des dossiers de corruption, un gouvernement qui refuse de lutter contre l'esclavage, qui refuse de voter des lois pour protéger des filles du viol, un pays où on peut se lever un matin et prendre la terre des autres, un pays où on autorise des hommes à manifester leur droit d'épouser des enfants, un pays où un chef de centre peut refuser de donner une carte d'identité à une personne sous prétexte que cette personne ne lui revient pas et qu'il ne se passe rien. Et vous vous étonnez que vos enfants fassent la même chose que vous. Vous volez à grande échelle en toute impunité et vous reprochez à vos enfants de faire la même chose. Vous assassinez des gens parce que vous voulez ce qu'ils ont et vous vous étonnez que vos enfants fassent la même chose. Vous violez des lois que vous votez, pour lesquelles vous êtes payé et vous êtes scandalisé parce que vos enfants font la même chose. Chère République islamique de Mauritanie, les enfants jouent à faire comme les adultes. Si vous voulez des enfants honnêtes et travailleurs, respectueux des lois, montrez-leur comment faire. C'est aussi simple que ça. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani a ordonné la mise sur pied d'une stratégie urgente multisectorielle pour s'attaquer aux causes de la criminalité, notamment en milieu urbain. Monsieur le Président, donnez-leur du travail, construisez des écoles, des centres sportifs, des centres de loisirs, des bancs où des jeunes peuvent s'asseoir, parler, créer. Donnez-leur de quoi s'occuper, à être des hommes et des citoyens. Dans un pays où même s'asseoir à un café est un sujet qui se discute à la mosquée, construisez moins de mosquées, volez moins, investissez dans la jeunesse. Pour sa part, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, Mortar Ould Dahi, avait déclaré à la presse que le gouvernement a adopté des approches à court et long terme destinées à corriger tous les dysfonctionnements qui existent. L'art de dire quelque chose et ne rien dire du tout. Pour sa part, le ministre mauritanien de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzouk, a déclaré que les données sur les taux de criminalité seront publiées mensuellement et portées à la connaissance des citoyens. Mais en déclarant que la situation sécuritaire à Mauritanie est sous contrôle puisque la criminalité a sensiblement diminué ces 2 dernières années, il semble minimiser la gravité actuelle de la situation. Moi, je les aime bien. Chacun dit ce qu'il veut. Le président dit que c'est urgent et multisectoriel. Ne me demandez surtout pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Je pense que c'est encore un mot attrape-nigo destiné à faire croire qu'il se passe quelque chose alors qu'il ne se passe rien. Bref, le président dit qu'il y a urgence. Le ministre de la Jeunesse et des Sports met en place des stratégies multidirectionnelles pour éradiquer la criminalité. Le ministre de l'Intérieur, quant à lui, dit tranquille, alhamdoulilah, tout est sous contrôle. D'ailleurs, ils ont tué plus l'année dernière que cette année. Vive les Dalton, quoi.
Le régime, en dépit des réactions des populations locales, ne démord pas de son ambition d'exproprier les terres des paysans de la vallée. Selon Ousmane Kane, le gouvernement ne peut plus cautionner le gâchis qui est la non-exploitation des terres de la vallée et une nouvelle approche sera expérimentée avec l'association des populations à toutes les étapes des initiatives étatiques. Une telle avancée ne peut que susciter le sentiment, mais à condition que l'État délivre des documents fiables reconnaissant la propriété des paysans. Quand j'entends ce genre de déclaration, j'ai l'impression que ceux qui le disent ne connaissent pas l'État. Il vient d'arriver. Je pense que cette affaire, nous en avons parlé en long et en large. Maintenant, la balle est dans le camp des victimes. Organisez-vous si vous voulez survivre, si vous voulez vivre. Je vous renvoie au dernier récaprime et à la vidéo que j'ai faite en polar sur la question. Ibrahim Mokhtar Sarr est sorti de son silence ou de sa léthargie. Il s'est exprimé sur la situation qui prévaut dans le pays et a expliqué les raisons de son long silence. Il a eu un accident de la circulation qui l'avait atteint physiquement. Les dernières élections législatives et municipales ont vu la JDMR perdre beaucoup de terrain. À l'Assemblée de 4 députés, ils sont passés à un seul. La troisième raison de ce silence au titre de président de la JDMR résulte d'une volonté de sa part. Il pense avoir donné le meilleur de lui-même à la lutte et il croit qu'il commence à atteindre ses limites physiques. Tu m'étonnes. Il a volontairement déserté le terrain et l'espace de parole pour permettre l'émergence d'un leadership au niveau de son parti. Concernant le conflit qui oppose l'ancien et le nouveau président, il dit s'être toujours refusé à admettre qu'il y a un différend entre eux, pouvant remettre en cause une amitié tissée dans la jeunesse. Il avait mis tout cela sur le compte de la compétition au sein du système pour son contrôle. Je suis au moins d'accord avec lui sur ce point. Pour le reste, je pense que le problème de l'opposition, c'est l'incapacité de partir quand il faut, de permettre l'émergence de multiples leaderships formés. C'est un échec d'arriver au niveau de Ibrahim Sarr et dire que je vais laisser l'émergence d'un leadership. Genre, c'est le hasard qui va se charger du changement, quoi. Il aurait souhaité que les énergies déployées soient consacrées à la résolution du problème plus crucial, à savoir l'unité nationale et la cohésion sociale. Je pense qu'on peut clore ce dossier d'unité nationale, vous savez, c'est pas ce qu'ils veulent. Mais pourquoi ils le feront? Qu'ont-ils à gagner? Le pays est uni, il est comme cela les arrange. Pourquoi vous qui ne faites rien qui est bien pour vous, vous voulez qu'eux ils fassent quelque chose à votre place? Ibrahim Sarr estime que le système est enclos, ils ont épuisé les moyens politiques d'une lutte pacifique, il aurait pu s'arrêter là. Non, il n'a pas eu le courage de Souleymane Baal, ni de Abdelkader Khan ou de Koli Tengela. Ils doivent continuer, si possible, dans l'unité à exister politiquement et marquer fortement leur refus systématique de la situation que vivent les négro-mauritaniens. Pour cela, il faut arriver à impliquer les vrais patriotes, les vrais justes des communautés pour mener ensemble des luttes dans la légalité. En fait, il veut maintenant supplier les morts de venir les aider à se détruire. Continuer à exister veut dire continuer à exister dans la lutte. La lutte, c'est un passage vers la liberté. On n'habite pas la lutte. La lutte doit avoir une fin. Et nous devons aussi, pour un peu d'utopie, imaginer la fin de la lutte, penser notre victoire, en gros, sculpter l'avenir, un avenir où nous sommes les maîtres de notre monde. L'esclavage foncier à Twerkda, localité située dans une zone agricole à la limite de la frontière entre les régions du Trarza et du Brakna, relève de la commune de l'Ixaïbade, peuplée par des paysans haratines descendants d'esclavagisés arabes. La population haratine du Lion a été ou sont esclavagisés par la tribu des Oulad Berri, tribu du premier président mauritanien. Comme ça, juste qu'on sache que c'est pas les mêmes forces. Le maire de la commune de l'Exaïbade, Yacoub Ould Moussa Ould Charsidia, au titre de son prestige religieux et historique, considère les parcelles exploitées par les paysans haratines comme un bien de sa famille qu'il vendait aux opérateurs de l'agrobusiness, et ce avec la complicité des fonctionnaires, notamment des gouverneurs, préfets, brigades de gendarmerie et des magistrats. Un vrai pays de gangsters. Ainsi, plusieurs agriculteurs haratines se retrouvent du jour au lendemain privés de champs, ce qui accentue leur vulnérabilité. Un exploitant inconnu des natifs de la localité venait ces dernières semaines défricher des arpents qu'il prétend avoir achetés au maire de l'Ixaïbade.
La population s'interposa, d'où le prétexte d'une intervention souvent brutale des forces de l'ordre dominant. La première vague d'arrestations s'est déroulée le 27 mai 2021. Cependant, Yacoub Ould Moussa rejette de telles accusations et précise avoir aménagé en commun avec les cultivateurs Haratin et à leur bénéfice 40 hectares. De surcroît, il nie la moindre entrave aux droits des paysans. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne peux pas faire confiance à un gouvernement qui n'arrive pas à régler un contentieux entre des citoyens, c'est un truc aussi basique, mais il peut apporter des solutions aux paysans de la vallée. Samori Ould Bey, secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie et président d'El-Hor, organisation de libération et d'émancipation des Haratin. Il a écrit une lettre au président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani dans laquelle il sollicite d'être reçu par ce dernier. Le président a été informé par ce dernier du souhait de l'intéressé de le rencontrer. Tout porte à croire que le président ne désire pas une entrevue avec Samori Ould Bey. Aujourd'hui, l'association des Haratin de Mauritanie d'Europe exige que Samori Ould Bey soit reçu par le président dans le plus bref délai. Tu vas me recevoir, ok? Cette situation est d'autant plus incompréhensible que plusieurs chefs de parti ont déjà été reçus dans Zabadjam, des forces progressistes de Ibrahim Sarr, Alliance pour la justice et la démocratie, Biramda Abeid de IRA et membre fondateur du parti RAG, ainsi que d'autres personnalités politiques de la communauté maure. L'association des Haratin mauritaniens d'Europe a lancé un appel urgent à toutes les organisations des droits de la personne humaine en Mauritanie, en Afrique et dans le monde en vue de pousser le président de la République à recevoir Samori Ould Bey. Mon fin Raz, comment tu peux refuser de recevoir Samori? Franchement, c'est pas juste. Moi, j'aime bien nos logiques. Vous trouvez qu'un homme est nul et que son pouvoir est despotique, qu'il n'est pas juste, mais vous avez l'impression que votre existence n'est pas complète parce qu'il ne vous a pas reçu et qu'il ne vous donne pas une reconnaissance. Mais c'est vous qui donnez du pouvoir à ces gens. Si Ghazouani le reçoit, cela changera quoi? Tous les gens qu'il a reçus là, ça a changé quoi? Donc Samori, c'est pas grave si tu n'es pas reçu, ok? Tu vas pas mourir et tu n'es pas moins valable que les autres. Hein. C'est d'ailleurs peut-être même un signe que tu es mieux que les autres. Le travail des enfants est un vrai problème en Mauritanie qui touche particulièrement les enfants qui font face à une grande pauvreté et des enfants en dehors du système scolaire. Plus d'un tiers des enfants travailleurs sont des filles, a affirmé Madame Lalla Fall, chef du programme de l'ONG Maurice Santé, lors d'un débriefing mercredi à l'intention des journalistes à l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Qualifiant la situation d'alarmante en Mauritanie, Madame Fall a estimé que 37,6% des enfants âgés de 5 à 17 ans en Mauritanie travaillent comme bergers, paysans, aides-garagistes, domestiques ou charretiers. Donc l'OUT souhaite éliminer progressivement toute forme de travail des enfants en faisant sa priorité des travaux dangereux pour les enfants. Les stratégies pour y arriver mettent l'accent sur la réduction de la pauvreté car les parents auxquels on offre un véritable choix préfèrent que leurs enfants ne travaillent pas pour subvenir à leurs besoins et vivre pleinement leur enfance. L'OIT fait donc la promotion des opportunités de travail décent pour les parents et tente d'améliorer les installations scolaires pour favoriser l'accès à l'éducation. Ce que je déteste sur le travail des ONG est que non seulement ils ne changent rien, mais ils nous empêchent de faire quelque chose pour ça. Ils ne parlent jamais des causes du travail des enfants. Pour y remédier, ils demandent aux femmes de prendre des contraceptifs, de ne plus avoir d'enfants. Les enfants travaillent parce que la Mauritanie n'a rien prévu pour eux. Quel enfant ne travaille d'ailleurs pas? C'est même prouvé qu'un enfant qui a de la responsabilité s'en sort mieux une fois adulte. Chaque enfant travaille pour aider sa famille, qu'ils aillent à l'école ou pas. Il y a juste des enfants dont les parents ont des vies dures. Donc ils aident de manière dure, d'autant plus qu'ils ne vont pas à l'école. Et ce n'est pas parce que les parents sont obligés de faire travailler leurs enfants qu'ils ne vont pas à l'école. C'est aussi parce qu'il n'y a pas d'école qu'ils aident leurs parents. Enfin, on dirait que la vie commence avec l'école. Le reste, c'est rien. Avant que les Blancs n'arrivent chez nous et nous imposent ce modèle, il n'y avait rien. Comme disait George Orwell, celui qui contrôle le passé contrôle le futur. Celui qui contrôle le présent contrôle le passé. Emmenés comme des petites souris de laboratoire, on monte infiniment une roue qui mesure 10 cm. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles.